présentation du numéro des études philosophiques, Patočka et la phénoménologie. Donc, je tiens à remercier le directeur, M. Martin Bonnard, et son adjoint, M. Jean-Gaspard Paléniček, de leur accueil dans la salle du célèbre compositeur tchèque Léo Janáček. Je remercie aussi les éditions Vrin, représentées par Mme Nathalie Collin, pour la publication de mon essai sur Patočka, la liberté au principe, mais aussi les presses universitaires de France, et d'abord M. David Lefebvre, son rédacteur en chef, pour le numéro des études philosophiques, dont nous avons repris le titre pour la table ronde, Patočka et la phénoménologie. Des grands remerciements aussi à Jean-François Courtine, directeur chez Vrin de la collection Histoire de la philosophie, mais également co-directeur des études philosophiques, et je salue aussi tout particulièrement Jean-Luc Marion, qui est lui aussi co-directeur des études philosophiques et qui est parmi nous ce soir. Pour les intervenants, donc, Madame Françoise Dastur de l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui a eu la très grande gentillesse de préfacer mon ouvrage, Monsieur Karel Novotny de l'Université Charles de Prague et Madame Marion Bernard de l'Université Paris 1. Erika Abrams, malheureusement, ne pourra être parmi nous ce soir, elle s'en excuse. Et un remerciement tout particulier pour mes parents, Florence et Philippe Tardivelle, qui ont tenu à joindre les nourritures terrestres aux nourritures spirituelles et qui vont donc vous servir un pot à l'issue de la table ronde. Et je les en remercie très chaleureusement. Donc le programme de ce soir sera le suivant. Je vous ferai une présentation rapide de mon ouvrage et du numéro des études philosophiques en 3 points. Tout d'abord, un état des lieux des études patočkiennes avant mon ouvrage et avant le numéro des études philosophiques, les objectifs visés par les 2 ouvrages et enfin les résultats de nos recherches. Donc je vais essayer de tenir en 15 minutes. Ensuite, nous aurons une table ronde animée par Marion Bernard. Donc une table ronde avec les interventions de Karel Novotny et de Françoise Dastur. On essaiera de terminer vers 20h15 et cela nous permettra d'avoir 15 minutes de débat. Donc la présentation, donc Patočka et la phénoménologie, et tout d'abord l'état des études patočkiennes avant mon ouvrage et avant le numéro des études philosophiques. Donc Jan Patočka, je vous rappelle ses dates, 1907-1977, philosophe et résistant tchèque, porte-parole avec Václav Havel de la charte 77 pour les droits et libertés civiques en Tchécoslovaquie, dont les œuvres, inscrites dans le sillage des travaux des 2 fondateurs de la phénoménologie, Husserl et Heidegger, ont commencé à être connus en France à partir du début des années 80 grâce aux nombreuses traductions d'Erika Abrams, du tchèque et de l'allemand. Donc depuis le début, non pas des années 80, mais des années 90, les numéros de revues, les collectifs, les recueils d'articles, voire les essais s'étaient multipliés, offrant une excellente introduction à l'œuvre et témoignant de la grande vitalité des recherches naissantes, comme de leur dimension internationale, même si elles étaient et restent majoritairement francophones. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier avec la réception des œuvres de Patočka, c'est que même les Tchèques ont eu accès, ou ont accès après nous, aux textes de Patočka, c'est-à-dire que les textes étaient aux archives, et Erika Abrams a traduit directement à partir des archives. Et comme les textes de Patočka n'ont pas été publiés de son vivant, un grand nombre, donc on a eu accès, même avant les Tchèques, aux textes de Patočka en librairie. Donc je vous cite pour mémoire les numéros de revues dans l'espace francophone. Jan Patočka, Le soin de l'âme, au cahier de philosophie, en 90, Jan Patočka, au cahier philosophique en mars 92, Jan Patočka, phénoménologue européen aux études phénoménologiques en 99, Jan Patočka et l'héritage européen, Studia Phenomenologica en 2007. Et pour les collectifs ou ouvrages, vous trouvez notamment la biographie intellectuelle d'Alexandra Leniel-Lavastine, Jan Patočka, l'esprit de la dissidence, chez Michanon en 98, Jan Patočka, philosophie, phénoménologie et politique, chez Millon en 92, Jan Patočka, phénoménologie subjective et existence, chez Mimesis en 2007, et Renaud Barbaras, donc le mouvement de l'existence, étude sur la phénoménologie de Jan Patočka à la transparence en 2007. Et vous avez aussi 2 très bons articles de Françoise Dastur dans la phénoménologie en question, chez Vrin en 2004, donc sur les rapports entre Heidegger et Patočka. Et même aussi quelques informations extrêmement intéressantes sur les rapports entre Patočka et Eugène Fiek, dans ces articles. Qui vont se demander, même peut-être aujourd'hui d'ailleurs, quelques approfondissements.
Donc, sous l'impulsion notamment de Karel Novotný en République tchèque, de Françoise Datstur ou de Renaud Barbaras en France, les études patochkiennes étaient même sorties de la simple introduction par la prise en compte du corpus strictement phénoménologique, c'est-à-dire du corpus qui unifie l'œuvre et permet donc de la comprendre dans tous ses versants, aussi bien en histoire de la philosophie qu'en philosophie de l'histoire. Alors à partir de cet état des lieux, finalement, quels étaient les objectifs ou quel était l'objectif des deux ouvrages, c'est-à-dire de mon essai du numéro des études philosophiques. Donc au-delà des études ponctuelles, il manquait une véritable interprétation d'ensemble qui mette en lumière l'unité de l'œuvre par-delà la diversité de ses corpus et la fragmentation de ses écrits. Ce fut donc l'ambition de mon essai, La liberté au principe, dans lequel j'ai accompli cette interprétation au fil conducteur de la liberté. La liberté qui m'était apparue, quand j'avais fait mon travail de maîtrise, comme le point d'intersection de la vie et de l'œuvre de Patočka, d'ailleurs qui a donné lieu à un article qui s'intitule La subjectivité dissidente, dans la revue Studia Phenomenologica en 2007. Donc cette liberté qui m'était apparue au départ comme le point d'intersection de la vie et de l'œuvre de Patočka m'était également apparue comme le point d'intersection de l'œuvre avec elle-même. L'objectif, pour moi, fut donc de montrer que la liberté ouvrait la voie de l'unité de l'œuvre, mais aussi la voie de l'unité de la phénoménologie, pour autant que cette œuvre se comprenait d'abord comme une œuvre phénoménologique. Il s'agissait donc aussi et avant tout de situer Patočka dans l'histoire de la phénoménologie, comme de montrer le dialogue possible, voire effectif, avec ses figures les plus contemporaines, et là je pense notamment à Jean-Luc Marion et à Claude Romano. Donc cette mise au point fut également l'ambition du numéro des études philosophiques, Patočka et la phénoménologie, dont j'ai assuré la direction, et que j'ai inscrit dans le prolongement de mon essai pour déployer collectivement une recherche qui était encore loin d'être aboutie. La revue inclut, outre 4 articles remarquables de Renaud Barbaras, Karel Novotný, Marion Bernard et Frédéric Jacquet sur des questions phénoménologiques centrales, la manifestation, le monde, l'existence, la vie. Donc, outre ces 4 articles, la revue comprend la traduction d'un extrait de l'ouvrage de Patočka sur Aristote, de l'ouvrage de 1964, qui est en cours de traduction par Erika Abrams et qui devrait sortir pour la fin de l'année, je crois, chez Vrin. Donc, le numéro de la revue inclut cette traduction qui montre comment Patočka envisage le passage de l'analyse du mouvement chez Aristote à sa propre doctrine du mouvement, et cette doctrine du mouvement forme le soubassement phénoménologique du système philosophique original qu'il élabore du milieu des années 60 à la fin de sa vie. La question pour nous, pour le moment, sera de savoir quel est ce système philosophique original et dans quelle mesure la liberté en constitue l'unité, c'est-à-dire le principe. C'est ce que j'aimerais maintenant essayer de décrire à grands traits en résumant les résultats de mon essai et en évoquant aussi les résultats de la revue et en m'exposant bien sûr à vos remarques et objections. Donc les résultats des deux ouvrages et plus particulièrement de mon essai. Le système philosophique original qu'élabore Patočka du milieu des années 60 à la fin de sa vie peut se définir comme une dynamique événementielle. Terme que l'on retrouve à plusieurs reprises dans mon essai, pages 156, 165, 195, 270. En conclusion, page 270, je soutiens même que le système de Patočka, qui est un système de la liberté, se définit donc très précisément comme une dynamique événementielle. La thèse principale de mon ouvrage est donc la suivante. La liberté est au principe de l'œuvre de Patočka en tant qu'elle déploie une dynamique événementielle. Mais alors, que faut-il entendre par cette formule, qui pourrait sembler jargonnante, par dynamique événementielle, et en quoi la liberté est-elle au principe de cette dynamique? Donc j'aimerais fonctionner en 3 points. Tout d'abord, la liberté, ensuite le mouvement, et enfin l'événement. Donc qu'est-ce que la liberté pour Patočka? La liberté pour Patočka n'est pas d'abord un droit, ni un fait, mais comme le dit Heidegger en 1936 dans son cours sur Schelling,
La liberté est l'essence qui contient et qui transit d'un bout à l'autre l'être homme. L'essence qui contient et qui transite d'un bout à l'autre l'être homme. C'est cette définition de la liberté que reprend Patočka dans le platonisme négatif, qui est un essai inachevé de 1953, puisqu'il conçoit l'expérience de la liberté comme, je cite, l'expérience que nous sommes par différence, voire par opposition, avec l'expérience que nous faisons. L'expérience de la liberté, c'est l'expérience que nous sommes par opposition avec l'expérience que nous faisons. Je vous renvoie au platonisme négatif dans l'édition tchèque, page 321, et dans l'édition française, page 78. La liberté n'est donc pas une propriété de l'homme, mais la nature même, l'essence même de l'homme. Bien entendu, cette essence ne doit pas être entendue au sens de la métaphysique classique comme substance. La liberté n'est nullement l'essence d'un étant subsistant dont la principale finalité consisterait à conserver son être. Au contraire, la liberté est l'essence d'un étant existant dont la finalité consiste avant tout à se déprendre de soi pour faire advenir autre chose au lieu de soi. La liberté n'est pas substance, c'est-à-dire rapport immédiat de soi à soi, mais essence en un sens plus large, c'est-à-dire rapport à soi sur le fondement d'autre chose que soi. La liberté, donc, en tant que rapport à soi sur le fondement d'autre chose que soi. Mais quel est précisément le fondement sur lequel l'homme est mis en rapport avec lui-même? C'est-à-dire, quel est précisément le fondement sur lequel l'homme devient libre? Patočka, qui avait repris la définition heideggerienne de la liberté, marque ici son écart par rapport au philosophe allemand. Le fondement sur lequel l'homme devient libre n'est pas le rien, ni même l'être, mais le monde. La liberté est rapport à soi sur le fondement du monde. Bien que le terme de fondement soit ici impropre, puisque le monde n'est pas non plus une substance, mais mouvement et événement, c'est-à-dire mouvement événementiel. Nous allons y revenir. Avec cette nouvelle définition de la liberté, Patočka propose une nouvelle lecture de l'histoire de la métaphysique. La métaphysique au sens historique s'édifie sur l'oubli de cette liberté qui n'est pas possession ni même dépossession, mais désappropriation à la faveur du monde. Passons donc maintenant au mouvement. En quoi donc la liberté ainsi redéfinie est-elle au principe d'une dynamique événementielle? Nous avons déjà commencé à le dire, du moins pour l'existence. La liberté est l'essence d'un étant existant. La liberté donc est l'essence d'un étant existant dont la finalité consiste d'abord à se déprendre de soi pour faire advenir autre chose au lieu de soi. Autrement dit, la liberté fait de l'homme un étant existant et non un simple étant subsistant. Cela revient à affirmer que l'essence de l'homme réside dans son existence, c'est-à-dire dans une sortie hors de soi qui le fait advenir comme soi. Et pour ne pas que cette sortie soit comprise en un simple sens métaphorique, il faut nécessairement que l'essence de l'homme comprenne la possibilité de se mouvoir, c'est-à-dire comprenne la corporéité. Autre écart donc par rapport à Heidegger, la corporéité acquiert chez Patočka le statut existentiel qui lui faisait défaut dans Sein und Zeit. Et donc vous voyez bien ici à la fois un écart par rapport à Heidegger et un rapprochement par rapport à Husserl, après l'avoir critiqué à partir de l'analytique existentielle. Donc on n'aurait pas seulement une critique de Husserl à partir de Heidegger chez Patočka, mais on aurait le mouvement inverse à partir du milieu des années 60, une critique de Heidegger à partir de Husserl. Pour Patočka, la nouvelle définition de la liberté implique donc un approfondissement de la dimension dynamique de l'existence. L'existence doit même être pensée comme mouvement. Je vous renvoie sur ce point à toute la deuxième partie de mon essai, comme le premier point renvoyé à la première partie, ainsi qu'au récent livre de Renaud Barbaras, L'ouverture du monde, dont l'objectif, nous dit-il, je le cite page 13, est de comprendre cette thèse assurément centrale de la pensée de Patočka, l'existence est mouvement. Mais si l'existence est mouvement, c'est parce que ce qui la précède et rend possible, c'est-à-dire le monde, est également mouvement.
Une autre thèse majeure de Patočka, corrélative de la première, est donc d'affirmer que le monde se définit comme mouvement. Et donc, je le cite, vie originelle, qui ne reçoit pas son unité du substrat conservé, mais crée elle-même sa propre unité. Vous trouvez ça dans l'édition tchèque, du monde naturel comme problème philosophique, page 227, et du monde naturel et le mouvement de l'existence, édition française, donc page 103. Cette thèse du monde comme vie originelle procède directement de l'analyse du mouvement ontologique chez Aristote et de sa radicalisation phénoménologique en mouvement ontogénétique. Donc un mouvement qui n'est plus gagé sur un étant préexistant, mais subsistant plutôt, mais qui rend possible cet étant. Sur ce point, je vous renvoie au chapitre 5 de mon essai et au développement plus approfondi avec le texte de Patočka à l'appui dans le numéro des études phénoménologiques. Enfin, troisième point, l'événement. Pour résumer, la liberté est donc un mouvement, le mouvement même de l'existence, ou plus précisément, l'homme lui-même en tant que mouvement qui existe, et plus exactement advient à partir du mouvement du monde. L'homme non seulement existe, mais aussi advient à partir du monde, pour autant que le monde n'est plus une structure immanente du Dasein, mais une transcendance, une extériorité, un dehors. Je vous cite un texte de Patočka, un fragment décisif de 1972 que vous retrouvez dans les papiers phénoménologiques, page 122, où Patočka écrit « Les possibilités surviennent à moi de l'extérieur, du monde. » Donc en m'appuyant sur la critique, je pourrais y revenir tout à l'heure, que Claude Romano adresse à Heidegger dans L'événement et le monde, j'ai alors établi que cette idée ouvre la voie d'une phénoménologie événementiale, mais entendue au sens d'une dynamique et non plus d'une herméneutique événementiale, puisque ce à partir de quoi l'homme advient, le monde, n'est pas seulement un événement, mais aussi un mouvement. Et réciproquement, le monde n'est pas seulement un mouvement, mais aussi un événement, si bien qu'il n'est pas seulement ce qui est ouvert par l'événement, il est aussi, le monde, l'événement lui-même, l'événemential par excellence. Il ne me restait donc plus qu'à déployer cette thèse en analysant la fameuse doctrine patočkienne des trois mouvements de l'existence, qui ne sont en vérité que les trois modes d'un même mouvement. Donc il me restait à le déployer sur le plan de l'existence, comme d'élargir cette thèse de la dynamique événementiale à la philosophie de l'histoire de Patočka, dans laquelle les trois mouvements événementiaux, c'est-à-dire l'enracinement, le prolongement et la percée, sont reconduits sur le plan de l'histoire, sur le plan historien. In fine, je crois donc avoir réussi à montrer que la liberté est au principe de l'œuvre de Patočka en tant qu'elle déploie une dynamique événementielle et historiale. C'est en tout cas ce qu'il s'agit maintenant de discuter, ou du moins d'approfondir, en plusieurs de ces aspects, et je laisse la parole à Marion Bernard. Merci Émilie. Donc pour cette table ronde consacrée à Patočka et la phénoménologie, nous aurons le plaisir d'entendre deux chercheurs de poids pour les études patočkiennes que je vais présenter un peu plus avant, même si tu as déjà dit quelques mots. Madame Françoise Dastur, donc c'est vous qui êtes l'auteur de la stimulante préface à l'ouvrage d'Émilie Tardivet, La liberté au principe. Vous êtes professeur honoraire des universités, rattaché aux archives Husserl de Paris à l'UNES-Ulm. Votre recherche ne porte pas principalement sur Patočka, puisque vous avez travaillé essentiellement sur Hölderlin, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty et Fink, ou encore Derrida et Ricoeur. Mais vous avez pourtant publié depuis 20 ans un certain nombre de textes très éclairants sur Patočka, que vous considérez comme un des représentants les plus importants du mouvement phénoménologique, aux côtés de Fink et de Merleau-Ponty. En tant que comme eux, il reprend de manière originale l'héritage des deux maîtres de la phénoménologie que sont Husserl et Heidegger. Outre cette préface, vous avez donc consacré plusieurs articles à Patočka, publiés dans différentes revues, sur sa phénoménologie de l'histoire, en particulier sur la liberté ou l'Europe, et notamment 3 articles sur le rapport entre Patočka et Heidegger,
que Émilie a déjà cités, dont 2 sont repris dans votre excellent ouvrage, La phénoménologie en question, publié chez Brun. À vos côtés interviendra aussi M. Karel Novotny, auteur de l'article des études philosophiques Corps, corps propre et affectivité de l'homme, qui est le 3e article des études philosophiques. Donc Karel Novotny, vous êtes spécialiste de la philosophie de Patočka, enseignant à la faculté des humanités de l'université Charles de Prague. Vous êtes coéditeur de l'édition complète en tchèque des œuvres de Patočka et entre autres directeur du Centre des recherches phénoménologiques de Prague et co-directeur de l'Institut central européen de philosophie. En ce moment, vous dirigez un projet de recherche philosophique transdisciplinaire sur les expériences du corps, en rapport donc avec l'article que vous avez publié dans les études philosophiques et avec votre intervention d'aujourd'hui. Alors je vais simplement dire quelques mots pour introduire le thème de vos interventions. Émilie Tardivel a montré que la phénoménologie de Patočka n'est pas exclusive de sa philosophie de l'histoire. Au contraire, on pourrait même dire qu'elle en est la clé et que c'est une phénoménologie de l'histoire, pour reprendre les termes de Françoise Dastur, l'œuvre formant une unité autour du concept de liberté. Mais précisément parce qu'elle est une phénoménologie de la liberté, de l'histoire et de la liberté, l'œuvre de Patočka n'est pas homogène, mais différenciée. Différence entre le plan de l'existence individuelle et le plan de la communauté socio-historique, et différence au sein même de ces plans entre plusieurs moments ou plusieurs mouvements d'insertion, de reproduction de la vie et de percée pour le niveau de l'existence individuelle, et différentes périodes ou différents moments dans l'histoire, périodes anhistoriques, préhistoriques, historiques, voire post-historiques, que Patočka différencie pour le niveau de la communauté. Donc les questions que vous allez aborder sont représentatives de l'entrelacement de ces différents niveaux de problèmes. Karel Novotny va commencer par approfondir la tension dans l'œuvre de Patočka entre l'historicité de l'existence et ses conditions charnelles, mettant ainsi à l'épreuve l'unité de la phénoménologie patočkienne. Est-il possible de rendre compte de la corporéité à partir du principe d'origine heideggerienne de liberté? Une phénoménologie de l'historicité peut-elle entièrement rendre compte de la corporéité de l'existence, ou bien est-ce qu'on tient là un point de résistance qui nécessite de faire intervenir d'autres principes, d'autres champs d'interprétation, notamment cosmologiques? Ensuite, Françoise Dastur va intervenir en contrepoint des thèses développées par Émilie Tardivel dans La liberté au principe, en approfondissant la question de la liberté à partir d'un point d'éclairage décisif, à savoir son rapport à Fink, qui est un point fondamental pour comprendre la pensée de Patočka et sur lequel quasiment tout reste encore à faire. L'expérience de la liberté, en tant qu'expérience humaine fondamentale, est-elle une expérience théorique ou bien pratique? Françoise Dastur va aborder cette question en confrontant deux lectures du platonisme et plus précisément de l'allégorie de la caverne, celle de Fink et celle, à travers Fink, de Patočka. Donc, Karel Novotny, je laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie d'abord Émilie Tardivel de m'avoir invité à prendre parole ce soir. Je remercie aussi au Centre tchèque de m'avoir invité. Et Marion pour cette introduction un peu grandiose. Je ne suis pas directeur du centre, etc. Et ni co-éditeur des œuvres complètes. Mais effectivement, j'ai consacré un certain nombre de travaux à la philosophie de Jan Patočka. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt me référer à deux interprétations proposées récemment par Émilie Tardivel et par Renaud Barbaras. L'intérêt des travaux phénoménologiques de Jan Patočka tourne, à mon avis, principalement autour d'une explicitation de la manière d'être originaire de l'homme dans le monde. Dès le départ, le thème central du monde naturel apparaît ainsi au premier plan de ces réflexions systématiques,
C'est un trait caractéristique de sa philosophie, en cela profondément influencé par Edmund Husserl. Mais cet intérêt principal est également marqué d'une autre manière, et de là découle, à côté du motif évoqué du monde naturel, au moins un autre point systématique central, à savoir la réflexion sur l'historicité de l'existence humaine, l'essence historique de l'être, dont le principe est la liberté. Le monde naturel et l'histoire, telle qu'elle est considérée du point de vue de l'historicité de l'existence humaine, sont deux, voire même peut-être les deux plus grands thèmes de sa philosophie, se tenant l'un par rapport à l'autre dans un certain rapport de tension caractéristique de l'œuvre du philosophe tchèque. La liberté et l'historicité de l'être humain, telle que Patočka, suivant Heidegger, la comprend à partir de la faculté d'entrevoir le temps dans sa finitude, se fonde dans une certaine distance par rapport aux tendances de la vie simple. Patočka parle de la vie simple de temps en temps. La finitude relative peut être éprouvée dans la vie, dans la relativité des satisfactions des besoins, ou justement dans le contraste avec une infinité qui serait désirée. Patočka, au contraire, semble associer essentiellement l'existence effective, libre et par là même historique de l'homme à une négativité non relative qui ne pourrait pas simplement être éprouvée dans le corps propre et supportée par la vie corporelle, mais qui met en question la vie dans ses valeurs et qui par là trace une frontière, esquisse une rupture avec le sens fondé dans la corrélation de la vie et du monde. Dans l'ébranlement du sens, on trouve cette expérience de la frontière qui, dans la chair, relativise la vie et éveille l'âme ou l'esprit. Le lien en tel néant non relatif peut remettre en question l'intérêt de l'homme pour les objectifs, le but et les tendances de la vie charnelle et corporelle. Dans de tels moments, il peut se produire une certaine opposition de l'âme et de la vie. Dans cette expérience peut naître ce que est pour Patočka l'esprit, et ce qui, pour le premier Heidegger, peut-être correspondrait à l'authenticité. Car ces moments sont pour Patočka des moments d'ébranlement, la compréhension spirituelle naît au milieu d'un tel ébranlement qui ne paralyse pas seulement la vie, mais libère l'esprit, qui consiste réellement dans cette délivrance. Ce qui est ébranlé, ce sont les valeurs de la vie, d'où une tension qui se joue au niveau du corps, pour autant que la négativité est éprouvée charnellement, et qui s'exprime aussi dans la réflexion philosophique qui pense l'être vrai en opposant à la vie simple, qui est ébranlée de part en part à son autonomie par l'expérience de la négativité. Le mérite du livre La liberté au principe de l'unité nouvelle consiste entre autres choses notamment dans la pertinence systématique avec laquelle elle montre comment le concept de la liberté finie, repris de Heidegger par Patočka, trouve son déploiement en tant que le concept véritablement central. La naissance de la politique, de la philosophie et de l'histoire, la figure spirituelle de l'Europe en tant que souci de l'âme, et le sacrifice, en fin du compte, sont les variations sur le problème de la liberté, la notion centrale chez Patočka dès les années 30 jusqu'au dernier manuscrit de recherche des années 70. Et Madame Françoise d'Astur a été déjà citée, elle a montré déjà pour sa part ces problématiques dans ses travaux consacrés à Patočka. L'adoption et adaptation de la liberté dont parle Heidegger en 1929-30, où la liberté humaine est la manifestation de la liberté de l'être lui-même, est un élément capital de la philosophie de Patočka. Sous l'influence profonde de Heidegger, la pensée de Patočka a découvert un sens de la transcendance en tant qu'un dépassement radical de tout état.
le transcensus de l'étang est un acte essentiellement négatif qui provient d'une source plus profonde que la conscience intentionnelle. Patočka reprend la formule de Heidegger sur la Hineingehaltenheit in das Nichts, qui est la base de la détermination nouvelle de la liberté, qui reste pour Patočka le principe actif formateur de la vie. La liberté est ainsi d'une part une réponse libre à l'appel de la transcendance, qui ne se réalise d'autre part qu'en relation avec l'état mondain. Patočka quitte la conception husserlienne de la transcendance dans l'immanence et situe la liberté, ce moment négatif qui participe à la transcendance de l'être, et trouve là son fondement. Émilie Tardivel distingue plusieurs phases de cette pensée de la liberté chez Patočka. D'abord, en 1947, elle est située dans une lutte. Elle est la réponse à l'appel, à la résistance contre la prédominance de l'état objectif. Puis, dans le platonisme négatif, en 1953, il la met en rapport avec l'appel de l'idée, l'idée avec majuscule, qui, rien de l'état, est une métaphore de la différence ontologique. Si on se pose la question si et en quel sens Patočka se sépare néanmoins de Heidegger, c'est, dirais-je, dans l'accent mis par Patočka sur l'action. Il n'y a de vrai mouvement de la transcendance pour Patočka qu'à partir d'un engagement assumé et non pas subi. Le soin de l'âme, synonyme de la liberté patočkienne, étant une lutte pour le sens. Et Émilie Tardivel le souligne aussi quand elle évoque le motif de la transcendance comme une protestation, on pourrait même dire dissidence, peut-être. Or, il y a un autre principe chez Patočka, sans lequel même la liberté ne serait pas possible à son tour, et c'est l'appartenance profonde et essentielle de l'homme comme être vivant et corporel au monde. C'est ce deuxième côté de la phénoménologie chez Patočka autour duquel le numéro spécial des études philosophiques est centré. Je tiens tout d'abord à faire éloge au travail de l'interprétation que Erika Abrams a investi dans cette traduction renommée. Et le premier qui, dans la revue, prend la parole pour nous montrer la force et la profondeur des projets philosophiques esquissés par Patočka, notamment dans les années 60, mais aussi dans les années 70, autour de l'idée du dynamisme de la manifestation, qui est, vous le savez, Renaud Barbaras. Peut-être le plus grand interprète de l'œuvre phénoménologique de Patočka aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer, notamment grâce aux publications que nous célébrons, pour ainsi dire, ce soir, à parler d'une école d'interprétation que Renaud Barbaras fondait par son travail extraordinaire, notamment au niveau philosophique lui-même, mais aussi au niveau pédagogique. Mais cet éloge, ce serait pour une autre occasion. Ce serait une idée dans notre colloque. Peut-être qu'il est le moment de l'organiser bientôt. Maintenant, pour caractériser, de mon point de vue, le travail présenté dans les études philosophiques, on peut dire que les travaux montrent la capacité de cheminement autonome de la pensée philosophique en débat avec le texte de Patočka. L'autonomie qui, dirais-je, seule rend possible et réelle la vie et actualité de la philosophie d'un auteur, dans ce cas-là, de Patočka. Je ne peux pas résumer ni la position de Renaud Barbaras, ni celle de ses élèves, doctorants.
Je me limite à un exemple qui s'impose ce soir, et c'est l'exemple de Émilie Tardivet, qui était aussi doctorante de la Valeur. À qui est dédiée la liberté au principe. Voilà. Donc, je peux dire que tu appartiens parmi les élèves de la Valeur, et tu caractérise le spécifique de la philosophie de Patočka en utilisant le terme l'événementialité. L'événementiel peut être caractérisé chez Patočka comme un fait du monde, parce que pour Patočka, je te cite, le monde est à la fois ce qui est ouvert par l'événement et l'événementiel lui-même, ce qui ouvre. Fin de citation. Et je suis entièrement d'accord avec cette interprétation de la phénoménologie de Patočka que tu as proposée et qui voit et saisit, à mon avis, parfaitement bien la possibilité de justifier la thèse du primat de l'apparaître par rapport à l'être et sa compréhension, qu'on peut rencontrer dans le texte de Patočka, par exemple, dans la série des conférences sur Platon et l'Europe, mais aussi dans le manuscrit de recherche des années 70. Le caractère de l'événement de la donation du monde pour le premier mouvement de l'existence, c'est-à-dire celui de l'enracinement, permet de relancer la thèse selon laquelle, je te cite encore, le monde vient avant l'être, ou bien le monde n'est plus pour Patočka l'ouverture de l'être, Offenheit des Seins, mais sa propre ouverture. L'auto-ouverture du monde est donc plus originaire que l'ouverture de l'être. Fin de citation. La question donc, que Patočka lui-même laisse ouverte dans l'ensemble de ses textes tardifs se trouve ici résolue à la faveur de l'apparaître. C'est l'apparaître lui-même qui ouvre le monde par l'événement de sa donation et non pas par la compréhension de l'être qui ne s'articule que sur le fond de cet événement. Il me semble que c'est là la valeur innovative évidente du livre de Émilie Tardivet qu'il faut souligner. C'est un motif qui, chez Émilie Tardivet, vient de la philosophie phénoménologique de Jean-Luc Marion et de Claude Romanin. C'est avoué, donc ils sont cités. Mais il me semble que même dans le dernier texte de Renaud Barbaras, par exemple aussi dans sa contribution pour les études philosophiques, la notion, le concept, le mot événement, événementialité de l'apparaître trouve sa place également. Il s'agit bien sûr de l'événement du monde, tandis que le cadre dans lequel Jean-Luc Marion, par exemple, parle de l'événement n'est pas le même. Ce n'est pas l'événement du monde dont parle Jean-Luc Marion. Et pourtant, les éléments de sa philosophie peuvent être intégrés dans l'interprétation de la philosophie patočkienne à partir de l'interprétation de Renaud Barbaras, qui, lui, vient de chez Merleau-Ponty, l'auteur assez éloigné de Jean-Luc Marion. Donc, vous voyez pour moi un exemple de la cohabitation heureuse de vraiment différentes phénoménologies contemporaines qui se rencontrent dans l'interprétation d'un auteur comme Patočka, qui était encore l'auteur classique, disons, qui, ces derniers textes sont datés de la première moitié des années 70, donc c'est encore une autre phénoménologie, mais pour la comprendre, pour la rendre actuelle, vous pouvez utiliser effectivement les éléments très différents vivant dans la phénoménologie contemporaine
en France notamment. Donc c'est ça que je trouve très important, très intéressant, et qu'un moment qui parle aussi des contributions de cette revue, de ce numéro des études philosophiques. Maintenant, je veux encore partir un peu de ce que moi-même j'ai contribué dans cette revue pour non pas entrer en débat avec Noël Barras, dont le dernier livre je n'ai pas encore lu, ça serait précipité de tenter quelque chose comme ça, mais quand même je voudrais essayer de citer au moins l'article qu'il a publié dans les études philosophiques, mais à partir d'une perspective de ma lecture, qui est attentif à corporéité. Le rapport non explicite du corps à la terre est un thème de certains textes de Patočka. Il parle de ce rapport comme d'une préfiguration globale qui marque la vie humaine comme vie se réalisant dans le mouvement corporel. Par le corps, la vie humaine est rapportée concrètement pour tout, parce que la terre est le fondament indispensable de chaque mouvement corporel, le porte et le domine, et ensuite parce qu'elle offre les éléments dont la vie se nourrit, par lesquels elle se maintient, et avec lesquels le corps est en quelque sorte uni par-delà les limites de la naissance et de la mort. Ce dernier point de vue est tenu par Patočka pour, je le cite, abstrait, parce qu'il fait abstraction du sens que le cosmos et la Terre auraient dans la vie. Et c'est ça qui est caractéristique pour la perspective habituelle d'un phénoménologue, de la phénoménologie. Ne pas constater de l'extérieur la dépendance du vivant du monde, mais dévoiler le rapport au monde dans le vécu lui-même que l'homme l'être vivant. Dans la phénoménologie classique de Husserl, tout renvoi au monde, vous savez, est même fondé dans et par la conscience intentionnelle. Au corps et à l'état mondain en général correspondent des unités de sens par lesquelles ils sont constitués depuis le corps propre. Cela n'empêchera Patočka, qui sur certains points abandonne la perspective de la phénoménologie classique. D'un côté, de donner une attestation phénoménologique de rapport de dépendance du corps par rapport à la Terre, et de l'autre, dans d'autres textes et d'autres contextes, de considérer également le lien entre le mouvement du corps de l'homme et le mouvement par lequel tout corps et tout étant, toutes les choses dans le monde s'individuent pour pouvoir apparaître. René Barbaras parle à ce sujet, à juste titre, d'un proto-mouvement physique par lequel chaque état s'individue dans la physis elle-même. Il s'agit de l'idée de l'individuation de tout état dans le tout du monde qui, en tant que tout du monde, ou physis, doit encore être distingué du monde humain. Qu'en est-il du mouvement subjectif? Le mouvement subjectif du corps est la réalisation d'un acte, d'un être. Or, on sait que Patočka, dans un autre contexte, développe une conception de l'être de l'étant en général comme mouvement, au sens d'une possibilité qui se réalise sans un substrat subsistant. À partir de là, il serait donc tentant, d'un autre côté, de concevoir également le mouvement subjectif de l'homme, de l'existence, de cette manière, d'en faire ainsi un cas particulier, pour ainsi dire, du mouvement en général. Et Patočka, justement, évoque aussi cette possibilité lorsqu'il dit de mouvement subjectif, je le cite, il pourrait être fort bien caractérisé par ateles energia aristotélicienne s'il ne dépendait pas du mode d'être du sujet, que celui-ci soit libre ou capté. Fin de citation. Donc ici,
Patočka formule une certaine restriction à cette thèse générale de mouvement, dont le mouvement de l'existence humaine devrait être un cas particulier. Et à mon avis, on ne peut pas outrepasser cette restriction. Si dans la phénoménologie classique, l'être est constitué dans des effectuations des sens, des unités de sens subjectifs, Patočka, au contraire, cède à la tentation inverse de généraliser le mouvement comme réalisation du possible de telle manière que tout étant viendrait à l'être dans un mouvement, on pourrait dire par le monde lui-même, de manière asubjective, sans la centration des formations donatrices du sens de la conscience. Mais déjà s'oppose à cette tentation la conception de l'ajointement au sens de l'ajustement du mondain aux intentions du mouvement subjectif du corps propre, tel que le texte que je viens de citer l'expose sans équivoque. En outre, le mouvement est subjectif au sens où il est l'accomplissement d'un, je cite, se déterminer à travers des virtualités. Un projet de possibilité est réalisé par le fait que le corps propre ne fait pas que réagir aux possibilités qui s'offrent à lui, mais il les projette également. Je cite Patočka, la dynamisme ici n'est pas passif, c'est au contraire une dynamisme qui se projette elle-même, et donc la réalisation répond à une impulsion qui ne vient pas de dehors. Fin de citation. Dans le texte Phénoménologie et métaphysique du mouvement. Je vais citer encore la dernière citation de ce texte, où s'oppose à cette conception de mouvement subjectif du corps une autre idée que Patočka exprime de manière suivante. J'espère que j'ai encore du temps. C'est à la limite. Donc, je vais sauter cette citation et juste terminer par une citation de Renaud Barbaras de son article publié dans les études philosophiques. La question ouverte et centrale reste de savoir comment le mouvement subjectif du corps propre doit être déterminé. Pour répondre à cette question, Renaud Barbaras s'appuie sur la thèse générale que Patočka formule à une occasion en disant, et je cite Patočka, le mouvement est le fondament de toute manifestation. Fin de citation. Or, notre mouvement, le mouvement de l'existence humaine, dit Barbaras, je le cite, a ceci de propre qu'il est susceptible d'une double détermination. D'un côté, nous sommes des états du monde, et à ce titre, nous relevons du procès général d'individuation. Cependant, d'autre part, notre mouvement a ceci d'absolument singulier, par quoi il se distingue de tous les autres, que son accomplissement ne va pas sans un rapport à l'être, enveloppe précisément une participation antérieure à l'être, un intérêt pour l'être. Tout converge ainsi vers une interrogation sur le mouvement de l'existence, qui apparaît bien comme le centre de gravité et par là même le point le plus difficile de la phénoménologie de Patočka. En tant que notre existence participe à la manifestation, dit Barbaras, en tant que la manifestation subjective s'inscrit dans le processus général asubjectif de manifestation, notre existence est mouvement. De sorte que la singularité de la manifestation subjective repose tout entière sur la spécificité d'un mouvement d'existence. L'être de la subjectivité renvoie tout entière au mode d'être du mouvement qui la sous-tend. La dernière phrase. Comprendre ce que signifie apparaître à un sujet exige de comprendre ce que signifie exister pour un sujet. Comprendre ce que signifie exister pour un sujet revient à déterminer ce que sont les mouvements. Fin de citation de cet article que je trouve excellent et que je considère comme point de départ d'une recherche extrêmement fructueuse de ce que ça veut dire le mouvement d'existence
de l'homme, selon Patočka. Mais je ne serais pas d'accord avec la thèse générale selon laquelle le mouvement est le fondement de toute manifestation. Parce qu'on a trois mouvements de l'existence et chacun est très particulier. Déjà, le troisième mouvement de l'existence ne correspond pas à la même manifestation qui correspond le mouvement du corps subjectif. Et même le thème de l'appartenance de l'homme au monde par le premier mouvement de l'existence, le mouvement instinctif, affectif. Là, on peut se demander, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation? Est-ce que vraiment il s'agit d'une manifestation dans ce mouvement? Donc, ce serait par cette piste-là que je peut-être irai dans un autre sens par rapport à cette esquisse systématique de la interprétation unitaire que propose Benoît Barras. Je suis désolé pour être longue. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien montré le problème d'une compréhension univoque du mouvement et de la manifestation, et le problème notamment du rapport entre le mouvement de la physis et le mouvement subjectif. Maintenant, François Zassur va questionner au contraire la différence humaine en réfléchissant sur un autre événement propre à la manifestation secondaire, à la manifestation humaine, qui est l'événement de la naissance de la philosophie, à travers une relecture donc, du platonisme par Fink et Patočka. Merci. Merci. Je voudrais commencer par remercier Émilie Tardivelle pour son invitation à parler ici d'un penseur que j'admire, Jan Patočka. Et je veux remercier aussi Marion Bernard pour la présentation qu'elle a faite de mon travail. Mon propos s'inscrira, pour ainsi dire, en marge de l'essai qu'Émilie Tardivelle a consacré à la philosophie de Patočka, essai qui a le grand mérite, comme j'ai tenté de le souligner dans ma préface, de faire apparaître l'unité cachée d'une œuvre éclatée. Car pour comprendre l'évolution de la pensée de Patočka et reconstruire son itinéraire de pensée, il fallait mettre en évidence ce qui en constitue le fil conducteur, à savoir le thème de la liberté, thème par lequel Patočka s'inscrit au cœur même de cette nébuleuse qu'est la phénoménologie, laquelle n'est pas, il faut le souligner toujours à nouveau, comme le faisait déjà Merleau-Ponty en 1945 dans l'avant-propos de la phénoménologie de la perception, une école de pensée, mais un mouvement auquel participent des penseurs venus d'horizons différents, mais qui sont tous animés de la même volonté d'aller droit aux choses elles-mêmes, selon la maxime que Husserl a donnée à la phénoménologie dans ses recherches logiques. Or, comme le montre Émilie Tardivelle dès le premier chapitre de son livre, l'obéissance à la maxime phénoménologique exige ce qu'elle nomme la mise hors jeu de la métaphysique, à savoir d'une philosophie qui présuppose l'existence d'un monde transcendant au profit d'une pensée de cette transcendance absolue, de cette transcendance sans transcendant, qui constitue l'expérience paradoxale de la liberté. Ce à quoi il s'agit donc, pour celui qui se veut phénoménologue, de s'opposer, c'est à l'idée d'un absolu qui pourrait encore être pensé sous la figure de l'objet. Ce à quoi pourtant la phénoménologie transcendantale husserlienne semble d'une certaine manière encore reconduire, comme ne manquera pas de le souligner Heidegger, qui y verra un retour à la métaphysique moderne de la subjectivité. C'est ce qui explique que Jan Patočka, tout comme Eugen Fink et Maurice Merleau-Ponty, trois phénoménologues qui me semblent appartenir, pour ainsi dire, à la même famille, tout en se voulant fidèles à l'inspiration husserlienne, se soient vus conduits à opérer, sous l'influence de la pensée heideggerienne, ce que l'on pourrait nommer un tournant ontologique. La problématique de l'être n'étant pas une relève de l'idée de la phénoménologie, mais au contraire son approfondissement, comme Patočka l'écrit à Fink dans une lettre datée du 9 novembre 1971. Ce sont en effet Patočka et Fink, ce qui unit en effet Patočka et Fink
dont je me propose de mettre en regard l'une de l'autre les conceptions qu'ils se font chacun de la liberté. Ce qui les unit donc, c'est la critique qu'ils font tous deux du subjectivisme husserlien. Dès 1949 pour Fink, avec la conférence qu'il consacre au problème de l'expérience ontologique, et dès 1953 pour Patočka, avec ce texte fondamental qu'est le platonisme négatif, où se dessine, sur le fondement de la thématique de la liberté, une nouvelle orientation de la pensée. Il faut en effet rappeler qu'à son arrivée à Fribourg en 1933, Patočka fut accueilli par Husserl comme un compatriote et qu'il assista aux entretiens philosophiques que Fink, son assistant privé, avait avec lui presque journellement, et que la relation que Patočka eut pendant toute cette période avec ce dernier se transforma en une profonde amitié, comme l'atteste la correspondance qu'ils échangèrent depuis 1933, donc jusqu'à la mort de Fink, qui précéda de 2 années celle de Patočka. C'est cette correspondance qui fut publiée à noter et préfacée par Michael Heitz et Bernhard Nessler en 1999, et elle témoigne de l'admiration, cette correspondance témoigne de l'admiration que Patočka avait pour l'œuvre et la personne de Fink, dans lequel il voit le penseur qui, se tenant, je le cite, sous la bénédiction des deux grands penseurs que furent Husserl et Heidegger, a élaboré le terrain, je le cite à nouveau, d'une nouvelle métamorphose de la pensée. C'est ce que Patočka a écrit à Fink en décembre 1970. Ajoutant, dans une lettre un peu plus tardive, de 1971, que sa problématique ontologique est la chose la plus radicale et la plus éclairante qu'on puisse penser, beaucoup plus claire et peut-être plus féconde que la pensée heideggerienne de l'être. La problématique cosmologique de Fink a eu en effet une grande importance pour Patočka, comme Marion Bernard le souligne avec pertinence dans son texte sur le monde comme problème philosophique, paru dans les études philosophiques, car c'est précisément à partir de là que Patočka a pu développer le projet d'une phénoménologie asubjective, dont il trouve le point de départ dans la conception d'une théorie de l'apparaître pur que Fink expose dans Sein, Wahrheit, Welt, Être, Vérité, Monde, un livre paru en 1958. C'est en tout cas ce que Patočka lui déclare dans une lettre datée de décembre 1971. C'est à la même époque que Patočka n'hésite pas à déclarer à Fink, c'est une autre lettre donc qui précède de quelques semaines cette dernière, qu'il lui devient de plus en plus évident que le subjectivisme réflexif de Husserl est une impasse. Cette problématique cosmologique, Patočka, avec raison, la voit déjà poindre au début des années 1930, comme en témoignent les conversations, les conversations, ça a été traduit en français, les conversations avec Husserl et Fink de Dorian Cairns, philosophe américain qui séjournait alors à Fribourg. Et c'est en tout cas ce que Patočka affirme dans une lettre qu'il écrira à la femme de Fink après la mort de celui-ci en 1976. Fink avait en effet déjà, à cette époque, les années 1930, avait été très marqué par le cours que Heidegger avait consacré en 1929-1930 à la question du monde, et que ce dernier lui délira post-mortem, puisque Heidegger est mort après Fink. Dès cette époque, Fink, selon Patočka, va au-delà de Husserl, et même au-delà de Heidegger, qui demeure un ontologue, et dont le concept de monde n'est pas le cosmos insurpassable de Fink. C'est ce qu'il écrit dans la même lettre datée de juillet 1976, jugement qu'il tempère cependant dans la lettre suivante, datée de la fin septembre 1976, donc il écrit à la femme de Fink, puisque Fink est mort, où il affirme, je cite, que l'ontologie tardive de Heidegger est constamment devenue plus cosmologique, et la cosmologie de Fink s'est ontologisée de manière significative, thématique double à laquelle il se proposait, explique-t-il toujours à la femme de Fink, depuis longtemps de consacrer un essai qui n'a malheureusement pu voir le jour, puisque Patočka est mort l'année suivante, et qui aurait sans doute pu rendre compte de l'importance qu'avait prise
dans ces derniers mois de la vie de Patočka, de la lecture qu'il y fit du dernier Heidegger. Ce n'est cependant pas la question du monde qui constitue le point focal de la pensée de Patočka, mais bien le problème de l'histoire, problème que la phénoménologie doit élucider, affirme-t-il à Fink en 1974. Il apparaît donc que si Fink et Patočka sont d'accord dans leur critique du husserlianisme et dans leur reprise de la voie ontologique heideggerienne, c'est cependant dans des directions différentes qu'ils orientent leurs recherches respectives vers la question cosmologique pour Fink et vers une toute nouvelle pensée de l'histoire pour Patočka. Car si ce dernier s'est fait un ardent défenseur de la pensée cosmologique de Fink, c'est parce qu'elle inaugure une nouvelle figure non métaphysique de la philosophie, à partir de laquelle sa pensée de l'histoire peut se développer. Ce en quoi, en revanche, les deux penseurs indubitablement se rejoignent, c'est dans leur conviction qu'il faut pour cela partir de Platon. C'est sur l'allégorie de la caverne que se centre l'interprétation de la philosophie platonicienne que l'on peut trouver dans l'œuvre de Eugen Fink. Dans le cours que Fink consacre en 1951 au début de l'histoire ontologique de l'espace, du temps et du mouvement, on trouve enchâssé dans un long commentaire du poème de Parménide une première ébauche d'une interprétation de l'allégorie platonicienne qui met l'accent sur le fait que seul le penseur a connaissance de la captivité irrémédiable dans laquelle se trouve l'être humain, précisément parce qu'il n'est plus lui-même pris en elle. Pour Fink, ce dont il s'agit, dans le portrait du penseur, que dresse aussi bien Parménide dans son poème que Platon dans l'allégorie de la caverne, c'est d'une libération du regard, qui est pourtant moins évasion hors de la doxa, de l'opinion, ou de la croyance, que prise de conscience douloureuse d'un être captif en elle. Fink a consacré par la suite toute la première partie de son livre paru en 70 et intitulé Métaphysique de l'éducation à la question de la paideia, de l'éducation donc, chez Platon, qui selon lui ne fait sens que dans le cadre de la métaphysique de la lumière qu'inaugure ce dernier. Ce que souligne en effet d'emblée Fink, c'est la rupture instaurée par l'apparition de la métaphysique par rapport au monde de la tragédie et du mythe. Avec Socrate et Platon commence une nouvelle ère qui signe la fin du tragique. Mais cela ne signifie pas seulement l'apparition d'une nouvelle sorte d'homme, l'homme théorique, optimiste et rationnel, comme l'affirme Nietzsche, mais bien celle d'une nouvelle expérience fondamentale du monde. Celle-ci consiste en ce que la lumière n'est plus conçue comme une des dimensions de l'être, mais identifiée à celui-ci, de sorte que l'on peut définir la position fondamentale de Socrate et de Platon comme l'interprétation unilatérale de l'être comme lumière et du monde, de l'être comme lumière et du monde comme espace, où celle-ci règne de manière exclusive. Car pour Platon, il y a une correspondance essentielle entre la lumière et l'être, qui est le fondement même de sa conception de la paideia. Ce que donne à voir l'allégorie de la caverne, c'est que la condition originelle de l'humanité est la méconnaissance de soi et l'aliénation, sans que soit nommée pourtant la puissance qui maintient ainsi l'homme dans la servitude. Sa délivrance même n'est pas son propre fait. Elle lui advient comme une violence qui lui est infligée, de sorte que le fait de pouvoir tourner son regard dans une autre direction est d'abord éprouvé comme une sorte de mort et un abandon de tout ce qui avait auparavant pour lui valeur de vérité et de réalité. L'allégorie en vient à sa péripétie dramatique au moment où celui qui a été libéré doit redescendre dans la caverne, où il va être en butte aux railleries et aux attaques de ceux qui y restent enfermés. C'est alors que s'ouvre la différence entre la vie ordinaire, qui se déroule dans le domaine du visible, et la vie philosophique, qui permet d'accéder au domaine de l'esprit. Mais c'est précisément ce qui conduit à s'interroger sur ce qui constitue la présupposition implicite de l'allégorie, à savoir sur ce nom qui est tu de la puissance, qui a pu assombrir la lumière dans la caverne, où celle-ci n'a que la forme d'un feu terrestre, ce lointain dérivé de la lumière céleste. Or, cette puissance des ténèbres n'est autre que la terre, ce principe féminin qui s'oppose au principe masculin de la lumière, et la caverne n'est autre que le symbole de la prison terrestre dans laquelle est enfermé l'homme qui cherche la lumière, lui qui vit dans la pénombre
et dont l'existence est semblable à celle des oiseaux de nuit. Finck rappelle alors que le culte des mystères dans la Grèce archaïque était celui de Déméter, de ce grand giron maternel qu'est la terre, qui donne naissance à toutes choses et auquel toutes choses font retour, et dans lequel les initiés faisaient l'expérience de l'identité de la vie et de la mort, de Dionysos et de Hadès, et accédaient ainsi à une éternité qu'ils trouvaient dans le devenir lui-même, et non pas dans un au-delà. C'est ce qui le conduit à déclarer, je le cite, que dans l'allégorie platonicienne de la caverne, la philosophie et la païdéia philosophique n'apparaissent pas seulement comme le monde renversé par rapport à la vie quotidienne, c'est une citation de Hegel, mais comme un éleusis inversé. Le combat que mène Platon au nom du principe solaire l'oppose donc de manière décisive à la sagesse des tragiques et au mystère éleusien, mais ce combat n'est pas entrepris de manière volontaire, il est plutôt le symptôme de l'apparition d'une nouvelle époque de l'être, celle de la domination d'un nouveau mystère, celui de la lumière et de la vérité. C'est pourquoi il faut voir dans la païdéia platonicienne une expérience ontologique, une véritable métamorphose de l'existence humaine, par laquelle cependant l'homme demeure dans ce domaine de l'entre-deux, de l'écart entre terre et ciel, où il a depuis toujours son séjour. La philosophie n'est donc pas une autre voie, celle de la connaissance théorique, que Platon aurait frayée à côté de celle de la religion et de la poésie. Elle est l'inversion de la religion de Déméter ou de Dionysos. Elle est une métamorphose de l'homme tout entier, et non pas, comme le veulent les sophistes, une simple technique. Car cette ouverture à l'être par laquelle l'homme parvient à la vérité n'est nullement le résultat de son action, elle lui est impartie dès qu'il existe. La païdéia n'est cependant pas ce chemin qui nous ferait quitter le sensible, elle n'est pas le fantasme réalisé d'une ascension qui nous conduirait dans les régions célestes, mais la possibilité que nous avons en tant qu'être pensant de nous hausser jusqu'à la plus haute lumière de l'être, afin d'apercevoir les choses sensibles d'ici-bas sous un nouvel éclairage, celui de l'idea tu agatou, de l'idée du bien. De cette magistrale interprétation de l'allégorie de la caverne, Jan Patočka, dans une lettre datée du 8 juillet 1975, la dernière que Finck reçut avant sa mort, survenue le 25 juillet suivant, Patočka, dans cette lettre, dit qu'elle est la plus magnifique qui soit, cette interprétation de l'allégorie de la caverne, car elle montre, continue-t-il, ce mystère inversé, ce grand drame, la tragédie qui ne cesse jamais du philosopher. Et il ajoute que même la doctrine platonicienne de la vérité de Heidegger, aussi stimulante qu'elle ait été pour Finck, doit, selon lui, en quelque sorte, lui céder le pas. Heidegger, donc, après Finck. Ce qui est en effet en question dans cette interprétation finckéenne de l'allégorie de la caverne et de la païdéia, c'est bien de la thématique de la liberté. Mais celle-ci est encore conçue de manière théorique, voire même anhistorique, comme une libération du regard. Il y a certes, entre la lecture que Finck et Patočka font respectivement de Platon, bien des convergences dont il vaudrait la peine de faire une analyse détaillée, en s'appuyant en particulier sur ce texte capital rédigé en 1953, qu'est le platonisme négatif, dans lequel Patočka se propose de définir ce qui ferait la spécificité d'un mode non métaphysique de pensée, mode de pensée qui ferait toute sa place à ce qui constitue l'expérience fondamentale de l'homme en tant qu'être historique, à savoir l'expérience éminemment pratique de la liberté. Car, explique Patočka, l'expérience de la liberté est celle d'une insatisfaction vis-à-vis du donné et du sensible, l'expérience d'un sens total à laquelle aucun objet particulier ne peut correspondre, ce qui permet de la définir comme expérience de la transcendance. Cette expérience, dépourvue de tout contenu positif, est précisément pour Patočka ce qui est à la base de l'idée socratique d'un savoir inscient, la fameuse phrase de Socrate, je sais que je ne sais rien, alors que le coup d'envoi de la métaphysique, comme pensée positive du transcendant et théorie de la séparation des deux mondes, ne sera donné que par Platon et parachevé par Aristote. Il est cependant possible,
au lieu de s'en tenir à l'égard de la métaphysique à une attitude de refus pur et simple, de la comprendre comme pensée anhistorique de la transcendance, et même, selon Patočka, d'en assurer la continuation sous une forme purifiée. Je cite là un passage du platonisme négatif. C'est là le principe de l'interprétation non métaphysique de Platon qu'il nous propose sous le nom de platonisme négatif. Elle consiste à voir dans le chorismos, la fameuse séparation que Platon installe entre le monde sensible et les idées, un mystère. Car il faut y voir, explique-t-il, une séparation sans second domaine d'objet. Et ce mystère, affirme Patočka, qui utilise lui aussi ce mot par lequel Fink caractérisait l'expérience philosophique, mystère inversé, disait-il, ce mystère du chorismos est identique à l'expérience de la liberté. Il en découle une détermination négative de l'idée platonicienne, car elle est uniquement ce qui permet de voir et de nous distancier du présent et du donné, et non pas cet objet absolu, cette forme en soi, à laquelle l'a réduite plus ou moins le platonisme sans doute plus que Platon lui-même, parce que là il faudrait peut-être sauvegarder Platon et le distinguer de la théorie que l'on a divulguée sous son nom. Nous nous heurtons là, Patočka souligne, à un paradoxe, celui d'une théorie négative de l'idée. Mais ce paradoxe n'est autre que celui de la vie humaine, qui est caractérisé par son rapport à la totalité, ce qui ne veut pourtant nullement dire qu'elle puisse se tenir au-dessus de la totalité, dans cette pensée de survol qui définit aussi pour Merleau-Ponty cette métaphysique qui réduit l'être à un grand objet. Ce rapport à la totalité que nous sommes, et qui est au fondement de l'insatisfaction dans laquelle nous laisse le sensible, c'est ce qui constitue le mystère de l'idée, dont il faut alors reconnaître, comme l'avait déjà fait Kant, le caractère négativement régulateur et donc éminemment pratique. Ce qui la caractérise et fait d'elle le symbole même de la liberté, selon les mots même de Patočka, laquelle n'est elle-même que, je cite à nouveau Patočka, l'autre face de la transcendance de l'idée. Donc il est impossible de penser l'idée sans penser comme son revers la liberté. Ce qui fait d'elle donc, ce qui fait de l'idée le symbole de la liberté, c'est sa puissance désobjectivante, sa puissance de distanciation à l'égard de tout objet possible. L'idée est en effet cet appel de la transcendance qui retentit dans l'âme humaine, l'homme étant, à la différence de l'animal, le site de l'expérience d'une liberté qui le possède plus qu'il ne la possède. C'est donc, pour conclure d'un mot, cette théorie négative et pratique des idées qui constitue, pour Patočka, le fondement de la philosophie de la liberté, alors qu'il semble que chez Fink, la liberté continue d'être pensée à partir d'un platonisme certes revisité, mais sans que soit cependant mis en question la priorité qu'il continue à donner, par sa définition d'une liberté comprise comme libération du regard, à la théoria et au caractère réceptif de celle-ci. C'est sans doute ce qui explique que Patočka, dans sa lettre à Fink, datée du 9 novembre 1971, lui déclare que son livre sur Platon, à savoir Métaphysique et éducation, qu'il vient de lire, lui a fait soupçonner que Fink est dans son tréfonds un platonicien, et donc qu'il n'a pas effectivement développé ce qui est le propre de l'interprétation patočkienne de Platon, un platonisme négatif. Voilà, je vous remercie. Donc je vous remercie pour cette intervention qui met en perspective de manière très stimulante le texte du platonisme négatif, dont je le précise simplement, on trouve la traduction française dans le recueil par Erika Abrams, dans le recueil La Liberté et Sacrifice, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous avons maintenant un petit quart d'heure pour réagir. Donc si vous avez ceux qui ont des questions, vous avez certainement des questions, et parmi les intervenants aussi évidemment, je vous laisse la parole. Que ce soit à Émilie Tardivel, à Karel Novotny ou à Françoise Basture, de manière indifférenciée.
Non, je commence par une question moi-même, si tu veux. Non, une question adressée à Françoise Dastur. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans votre texte, c'est cette idée d'inversion du mystère. Et j'aurais voulu savoir quel est exactement le statut de cet événement de la naissance de la philosophie. Est-ce que c'est un événement ontologique où vous avez parlé de modification totale, une métamorphose de l'homme. Donc, est-ce que ça veut dire concrètement qu'on a affaire à deux hommes différents? Alors, bien sûr, l'homme n'a pas d'essence, mais est-ce qu'on a donc là un événement ontologique ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un événement historique proprement humain où l'homme réagit simplement de manière différente à l'appel de l'idée qui est... Est-ce qu'il y a un appel de l'idée qui commence tout d'un coup à se manifester à cette époque historique ou est-ce que... Je voudrais dire d'abord que j'ai beaucoup parlé de Fink parce que je n'ai pas eu l'honneur de connaître Patočka, mais par contre j'ai étudié avec Fink, donc évidemment je voulais aussi lui rendre un hommage, si je peux dire, par l'intermédiaire de ce dialogue croisé que Fink et Patočka ont entretenu pendant de nombreuses années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en effet qu'il faudrait mettre en lumière dans ce dialogue, et en particulier à propos du platonisme. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce rapport au mythe, qui est celui de Fink, c'est qu'il consonne d'une certaine manière avec l'intérêt que Patočka lui-même a montré pour le mythe dans les essais hérétiques. Et il y a là quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, parce que même si Patočka a mis l'accent sur l'importance du moment de la problématicité, qui est celui de l'être à la vérité et de l'invention de la philosophie, on voit qu'il est précédé ce moment, ce qui est le troisième mouvement de l'existence, par quelque chose qui n'est pas, je dirais, dépourvu complètement de problématicité, mais qui est une autre manière, en quelque sorte, pour l'homme, si je peux dire, de se situer, non pas certes par rapport à la vérité, parce que la théoria n'est pas encore là, mais par rapport à lui-même. Enfin, il y a une compréhension de lui-même dans le mythe qui est certainement plus marquée chez Fink que chez Patočka, parce que Fink, d'une certaine manière, et là il faudrait rappeler, ça serait d'autres choses à rappeler, l'importance que Patočka va attribuer au séminaire que Fink va faire avec Heidegger sur Héraclite en 1967, et en particulier sur la notion fondamentale qui sera fondamentale pour Patočka du penseur Héraclite, qui est celle de Polémos. Fink est vraiment quelqu'un qui, comme Heidegger, pense que le moment de la tragédie et le moment des présocratiques est un moment peut-être plus grand encore, que ce moment de la naissance de la philosophie, qui va être malheureusement l'accouchement d'une métaphysique. Alors on voit quand même très, très bien que ce qui est intéressant chez Patočka, c'est qu'il va distinguer radicalement Socrate de Platon. Et Socrate est du côté des présocratiques, d'une certaine manière, alors que Platon est déjà, si je peux dire, entraîné vers la pente de ce qui sera une métaphysique qui va être constituée, parachevée par Aristote. Alors c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, parce que là il y a un point de convergence, mais ce qu'il y a, me semble-t-il, d'absolument étonnant, enfin le texte du platonisme négatif est vraiment un texte d'une force inimaginable, c'est cette capacité qu'a Patočka de nous donner une lecture de Platon, qui, en quelque sorte, à mon avis, est parfaitement fidèle, je dirais, au vrai Platon, qui n'a jamais cru à la réalité des idées. Si on lit les grands dialogues de Platon, on voit bien que lui-même, il parle des amis des idées, mais lui, il n'en est pas, puisque et ce qui l'intéresse, c'est la participation des idées et des choses. Et là, il y a quelque chose qui me paraît d'une extrême force, et aussi, bien sûr, le fait que là, on a, mais je parle un peu trop peut-être, on a véritablement là quelque chose d'extraordinaire, c'est cette alliance de cet appel de la transcendance qu'est l'idée,
à une liberté que nous sommes, comme disait très bien Karen Novotny, mais que nous sommes, en lisant Émile Tardet, que nous sommes, mais que nous n'avons pas, c'est pas une propriété. Et ça me paraît vraiment d'une extrême force, et c'est pourquoi ce texte, le platonisme négatif, me paraît une magnifique lecture de Platon, et d'une fidélité peut-être paradoxale à Platon. Voilà. Toujours pas de questions. Voilà, moi je posais une question naïve adressée à vous deux sur le statut de la lumière, puisqu'il y a deux repères de l'orientation proprement corporelle chez Patočka et deux repères dans l'orientation du monde. On a la Terre, vous avez bien parlé de la Terre comme modèle de l'obscurité féminine notamment, et le ciel. Alors, quel statut a à la fois dans ce dont vous avez parlé, cette lumière et cette espèce de renforcement du primat de la Terre, ou du primat de la lumière sur le primat de la Terre chez Platon? Est-ce que c'est un statut purement métaphorique? Et quel est le rapport entre la lumière visible et justement cet élément d'orientation corporelle et le changement d'orientation existentielle de l'homme dans l'histoire? Est-ce que ça correspond concrètement? Est-ce que Platon correspond à un changement d'orientation corporelle? Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Parce que vous avez aussi parlé, Karen Novotny, du fait que la négativité, elle soit éprouvée charnellement. Donc c'est pas simplement quelque chose qui... Il y a un correspondant. Oui, juste sur cette question, ce qui est intéressant de regarder, c'est le dernier texte qui a été joint au séminaire de 73, Platon et l'Europe, où là, Patočka parle du statut du corps aussi chez Platon, et même de toute façon tout le séminaire où on a cette idée que le soin de l'âme chez Platon, c'est une activité éminemment pratique. En tchèque, même il dit activité, comment le dit-il, mentale, c'est une activité en tout cas qui est de l'ordre de l'existence, et donc il a déjà une interprétation du soin de l'âme et du changement d'orientation donc avec Platon en termes existentiaux. Donc ça c'est quelque chose d'important à voir. Alors on peut le relier au texte de 1965, je pense, qui est le texte note sur la préhistoire de la science du mouvement, la terre, le ciel, le monde et le mouvement de l'existence humaine, où là on a deux rapports à la lumière. On a le ciel qui donne l'indication de la localité, qui donne le où de toute chose, mais qui est encore vu d'une manière substantielle, c'est-à-dire comme la terre est finalement le substrat corporel par excellence, on a ce ciel qui va être interprété, donc cette lumière, mais encore à l'image d'un horizon, et donc paradoxalement, si on peut parler d'un substrat lumineux ou spirituel, ce serait encore et paradoxalement quelque chose de créé. Et créé par quoi? Par une autre lumière finalement, qui serait la lumière même du monde, qui se dit Sviet en tchèque, mais qui vient du terme lumière Svietlo, je crois, si je ne me trompe pas, et qui a la même racine. Et donc le monde qui aurait donc par son auto-ouverture à la fois créé le ciel et la terre, c'est un petit peu ça que l'on trouve dans ce texte de 1965, et lui donc là la lumière qui en fait reviendrait ou qui correspondrait à l'essence même du monde, par-delà les deux dimensions subjectives de monde que sont le ciel et la terre. Et par rapport à cette véritable lumière, Patočka parle effectivement de cette insatisfaction, de ce vertige, et qui correspondrait en fait, je pense, à cette métamorphose que l'on peut trouver dans l'interprétation kantienne de Platon, et dans l'interprétation aussi patočkienne de Platon, dans le platonisme négatif ou dans Platon et l'Europe.
Donc je pense que là, c'est vrai qu'il faut pouvoir joindre à la fois l'interprétation que Patočka fait de Platon en 53 et en 73, avec ce texte, je pense, fondamental de 1965, qui est le début de sa doctrine des trois mouvements. Donc juste pour toi, le primat de la victoire de la lumière, la victoire théorique de la lumière, c'est une manière pour l'homme de se rapprocher de l'essence du monde? Non, justement, la lumière, cette victoire de la lumière, mais je pense que justement dans la lumière au sens métaphysique, ce serait le ciel et cet horizon, mais qui serait encore dérivé d'une autre lumière, qui serait celle du monde, mais à laquelle on pourrait avoir accès, que négativement, et donc non pas dans un regard. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a à la fois deux lumières, et qu'on peut interpréter le ciel, dans le ciel et la terre, dans ce texte de 65 où ce serait véritablement encore, une limite au sens transcendantal du terme, et puis cette autre lumière, qui est la lumière véritable, donc à laquelle on pourrait avoir accès non pas théoriquement mais pratiquement dans l'expérience de la liberté, et même qui à la fin de l'œuvre on voit de Patočka, même de la vie de Patočka, s'exprime comme expérience du sacrifice. Et je pense que c'est là où il faut faire la distinction entre deux types de lumière, une lumière blanche, celle de la métaphysique, une lumière noire, celle de la phénoménologie. J'ajoute que Patočka dit dans une lettre à Fink qu'il se situe, lui, du côté de l'ombre. Donc, du côté, il choisit l'ombre, n'est-ce pas? Et ça me paraît extrêmement intéressant, puisque évidemment, il va lui aussi considérer que la métaphysique occidentale, c'est une métaphysique de la lumière, comme l'a extrêmement bien déployé Fink. Alors la question, je dirais qu'on peut essayer de monter une analogie simple, mais cette fois dans un platonisme vraiment populaire. L'idée, c'est ce qui nous fait voir les choses, c'est le soleil. Et de même manière, à peu près, Patočka parle du monde comme cohésion de sens qui fait apparaître les choses individuelles. Donc, pour voir une chose individuelle, il faut qu'elle sorte de l'arrière-fond, de l'horizon du sens. Donc, pour moi, la lumière, c'est ça. C'est le monde comme cohésion du sens. C'est une structure de sens. Maintenant, pour pouvoir entrevoir cette différence phénoménologique et ontologique en même temps entre la chose particulière qui est visible grâce à la compréhension de l'être qui est de l'autre ordre, d'un autre ordre, il faut que le monde disparaisse. C'est la figure de l'angoisse chez Heidegger que Patočka utilise constamment. Donc, pour avoir l'accès à la différence ontologique, il faut avoir l'expérience de la perte du sens total. C'est le motif du platonisme négatif qui revient dans le 6e essai hérétique, là, sur l'expérience du front que les soldats ont connu face à la mort imminente. Tout perd sens. Et c'est là le moment de la liberté absolue qui me fait accéder à ce qui n'est pas de l'état, et ce qui nous fait accéder à la différence ontologique qui fait apparaître des choses. Donc moi je pense qu'il y a cette théorie phénoménologico-ontologique chez Patočka où la lumière c'est le monde comme la structure de sens. La question qui m'intéresse, moi, c'est encore le premier mouvement, parce que est-ce que là, il s'agit d'une structure de sens? On peut s'appuyer sur certaines phrases chez Patočka où on pourrait douter s'il s'agit déjà de la structure du sens.
s'il s'agit déjà d'une lumière, donc est-ce que la relation de l'amour, est-ce que c'est la lumière ou c'est autre chose? Je dirais plutôt que c'est la chaleur. Donc il le dit, hein, c'est pas moi qui invente, mais c'est une autre dimension où peut-être la lumière ne vient pas encore, n'est pas encore le médium décisif. Et peut-être il n'y a pas encore le médium de la phénoménalité dans le premier mouvement de l'existence, donc dans la relation affective instinctive au monde par l'autrui. Peut-être il n'y a pas encore cette lumière phénoménologique qui est la structure de sens. Ça serait ma tentative de répondre à cette question. Est-ce que vous avez encore aucune question? Bon, je te laisse conclure. Donc merci à tous d'être venus pour cette table ronde. Ce que l'on vous propose maintenant, c'est de continuer les discussions sur Patočka, sur la phénoménologie ou sur bien d'autres considérations autour d'une coupe de champagne, d'un verre de vin ou d'un jus d'orange ou d'un simple verre d'eau et quelques petits fours avant de nous quitter définitivement, en tout cas pour ce soir. Merci à tous, sachant que Nathalie Collin des éditions Vrin est là pour vous vendre les ouvrages dont vous auriez besoin et nous restons ici pour à peu près 1 heure encore, à la fois pour boire une coupe de champagne avec vous et pour vous les dédicacer. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et puis à très bientôt, sachant qu'il y a un prochain rendez-vous patočkien le 8 juin prochain à l'Institut catholique de Paris. Donc c'est un vendredi après-midi. On fera une séance académique autour du livre de Renaud Barbaras et encore autour de mon livre, donc avec une intervention de Renaud Barbaras, une intervention de Jean-Luc Marion, une intervention de Frédéric Jacquet et puis de moi-même, et tout ça sera orchestré par Jérôme de Gramont, donc directeur du laboratoire de phénoménologie et d'herméneutique de l'Institut catholique de Paris. Voilà, en vous remerciant et en espérant vous retrouver le 8 juin prochain.